Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'humus et du rôle de l'humus dans le sol. Je précise quand même tout de suite, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par rapport au titre ou au thème, c'est une vidéo qui s'inscrit dans une suite logique de vidéos où on essaye d'identifier les leviers qui permettent de cultiver de manière biologique et de manière durable. Donc ce ne sera pas un exposé exhaustif sur l'humus, on ne va pas parler de l'humus pour parler de l'humus, on va parler de l'humus qui nous intéresse dans les sols cultivés, les sols de potager ou même les sols dans lesquels on va faire du maïs ou un petit peu de céréales. Alors l'humus déjà c'est défini comme la matière organique stable du sol. Donc matière organique facile, on a fait une première vidéo là-dessus. Donc la matière organique dans le sol, ok, ça on avait à peu près compris. Le côté stable, on va l'expliquer. Néanmoins, déjà, si vous avez compris ce qu'est la matière organique et puis que l'humus, c'est la matière organique du sol, franchement, c'est déjà pas mal. Et le mot stable, justement, il faut un petit peu s'en méfier, notamment pour les systèmes cultivés. Stable, ça veut simplement dire que la matière organique, qui a toujours vocation à être minéralisée, on l'a vu dans la dernière vidéo, en fait, sa minéralisation est, on va dire, repoussée. Elle est un petit peu plus lente, la dégradation de la matière est un petit peu freinée. Voilà, c'est ça que ça veut dire stable. Vous vous souvenez, dans la première vidéo, on avait vu que les molécules organiques, donc les molécules qui caractérisent la matière organique, donc c'était des chaînes carbonées, voilà, avec de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, bon, il y en a d'autres. Et on avait vu que ces chaînes carbonées, en fait, elles pouvaient prendre des longueurs différentes, des formes différentes, etc. On avait parlé d'une infinité de combinaisons. Donc finalement, derrière, ça se traduit par une infinité de substances, de substances organiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde vivant, le monde des êtres vivants, passe son temps à recombiner ces molécules, d'accord, à réorganiser ces molécules. Moi, lorsque je mange quelque chose, un steak frites par exemple, je le mange, et dans mon système digestif, je vais faire des petites enzymes, des enzymes qui d'ailleurs sont des protéines, mais ces petites enzymes, elles vont aller découper finalement un petit peu comme avec des ciseaux ces molécules-là pour faire des petits fragments. Donc les enzymes découpent les protéines de mon steak frites pour faire des petits fragments. Ces petits fragments rentrent dans mon système sanguin, sont amenés jusqu'à mes cellules, et ensuite mes cellules vont fabriquer leurs propres protéines, donc par exemple des cheveux, de la peau, enfin, même des choses à l'intérieur de moi, peu importe. Donc vous voyez, j'ai réorganisé la matière qui était dans mon steak frites en des substances qui n'ont plus du tout l'apparence d'un steak frites, d'accord? Et ça, vraiment, c'est important de comprendre que le monde vivant, dans son ensemble, passe son temps à réorganiser ces molécules de matière organique. Et ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que dans ce processus de dégradation de la matière organique dans les sols, au fil des recombinaisons, eh bien, vont apparaître des molécules finalement plus stables, plus durables, moins facilement décomposables, moins facilement justement digérables par les êtres vivants. Donc c'est ça que ça veut dire le mot stable, c'est que la minéralisation est simplement un petit peu repoussée parce que la matière a pris une certaine forme, et ça s'explique par les molécules, qui fait qu'elle est difficilement digérée, difficilement minéralisée, mais difficilement, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera jamais minéralisée, ça veut simplement dire que la matière finalement, elle attend de rencontrer l'organisme capable de la digérer. Voilà, il faut que toutes les conditions soient réunies pour que cette matière, qui est difficile à digérer, soit quand même digérée. Ok? J'espère que vous avez compris finalement donc ce que c'est que cette matière organique stable, et ça, en fait, c'est l'humus. Et justement, je voudrais revenir sur le terme humus. On utilise beaucoup le terme humus au singulier, on dit l'humus. C'est pourquoi l'humus, faudrait presque dire les humus en fait. Mais bon, on va continuer à dire l'humus parce que c'est comme ça qu'on dit, mais il faudrait dire les humus parce que ce sont des substances organiques. L'humus, c'est un ensemble de substances organiques. L'humus, ça ne définit pas quelque chose en particulier. D'accord? Quand on dit l'or ou l'argent, où qu'on soit dans le monde, quand vous parlez d'or ou d'argent, tout le monde sait ce que c'est parce que c'est un matériau qui va être fait d'un atome en fait, soit de l'or, soit de l'argent. Mais l'humus, c'est un ensemble de substances organiques, donc des chaînes carbonées comme ça, un peu complexes, difficiles à digérer. Alors une fois qu'on a à peu près compris ce que c'est que l'humus, on va voir quel est le rôle de l'humus dans le sol. D'accord? Qu'est-ce que ça apporte? Alors déjà, un truc intéressant avec l'humus, puisque c'est de la matière organique dans le sol, qui perdure un petit peu dans le sol, eh bien c'est un stock de matière organique finalement qui va nourrir la vie des sols et qui va se faire minéraliser et qui donc nourrira les plantes. Donc c'est un stock de fertilité finalement, puisque sur cette matière organique, vous voyez, vous avez par exemple de l'azote.
Et ça, c'est intéressant d'avoir l'azote coincé dans l'humus, parce que en fait, l'azote, lorsqu'il est minéralisé, lorsque cette chaîne carbonée sera détruite et puis qu'il va être, on l'avait vu, rendu au monde minéral, rendu au monde inerte, le problème de l'azote, c'est qu'il va rapidement se trouver sous une forme lessivable. Et soit il rencontre une racine et il repart dans le système, donc ça c'est bien, mais malheureusement s'il ne rencontre pas de racine, il va être lessivé avec la pluie et il va être perdu, on va dire, pour notre petit système de production. Et l'avantage justement donc de garder l'azote dans l'humus et ne pas avoir finalement tout qui se fait minéraliser tout de suite. Imaginons qu'on vive dans un monde où il n'y a pas de formation d'humus, où tout ce qu'on met au sol est minéralisé en une semaine. Le problème, c'est que justement, vous comprenez que si en une semaine on libère tout l'azote de la matière, et les plantes, elles, surtout au printemps, si vous venez de semer une petite plante avec un petit système racinaire comme ça, elles ne vont pas avoir le temps de tout récupérer et donc l'azote, hop, il file. Mais la nature s'est organisée de manière à ce que la matière organique ne soit pas digérée en une semaine et qu'une grande partie de la matière finalement va perdurer dans les sols sous forme d'humus et donc l'azote va rester accroché là-dessus. Et tant qu'il est accroché là-dessus, l'avantage c'est qu'il n'est pas lessivable. Donc ça, c'est un avantage de l'humus, c'est que finalement, c'est un stock de matière organique, un stock de fertilité. Donc on va marquer stock de MO. Et encore une fois, cette matière organique va se faire minéraliser. On l'a vu, les humus finiront toujours par se faire minéraliser. Et du coup, l'azote sera libéré lentement. Lentement. En plus, la minéralisation, on l'a vu, se fait pendant les phases plutôt chaudes et humides. Ça tombe bien, c'est à ce moment-là que les plantes ont besoin de pousser. Donc qu'elles vont récupérer l'azote. Et c'est vraiment la meilleure manière de nourrir des plantes, c'est de minéraliser de la matière organique en général et de l'humus en particulier. Ensuite, les substances humiques ont une particularité, c'est qu'elles sont en majorité hydrophiles. Ça veut dire qu'elles retiennent l'eau, en fait, comme des éponges. Donc on va juste mettre ici de l'eau, vous saurez, ça veut simplement dire que l'humus peut retenir l'eau dans les sols. Et donc ça, quand on fait du potager, quand on fait de l'agriculture, on a compris que c'est intéressant. Lorsqu'il pleut beaucoup, eh bien, on va recharger finalement l'humus du sol. L'humus du sol va se recharger en eau. Et après, quand on a une période où il ne pleut plus, eh bien, cette eau va être rediffusée dans le sol, à la fois aux plantes, mais aussi à la fois aux micro-organismes, on l'avait vu, qui ont besoin d'eau pour minéraliser. Donc voilà, ça permet de maintenir un stock d'eau dans le sol. Toujours une notion de stock d'ailleurs, on va remettre ici stock d'eau. L'humus a également une particularité, c'est qu'il est capable de retenir certains éléments minéraux dans le sol. Lorsque je parle des éléments minéraux, ici, ça va être les éléments qui sont issus de la minéralisation, c'est-à-dire des nutriments pour les plantes, certains nutriments pour les plantes. Et on a par exemple le calcium, le potassium, l'azote sous forme ammonium et le magnésium. Donc ça, ce sont des produits issus de la minéralisation de la matière organique dont les plantes peuvent se servir directement. Ça peut rentrer par leurs racines. Ces éléments-là, s'ils ne rencontrent pas une racine dans le sol, ils peuvent être lessivés avec la pluie en fait, qui va les entraîner en profondeur et du coup ça peut échapper après aux racines de nos plantes et donc tout ça c'est perdu pour notre petit système de production. Les particules là d'humus, les molécules d'humus sont chargées négativement et on voit ici que ces éléments-là sont chargés positivement. D'accord? C'est ce qu'on appelle des ions. On ne va pas rentrer dans le détail. On va faire une petite analogie ici avec le magnétisme. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil scientifiquement, mais ça permet de bien comprendre les choses. Si, par exemple, mon petit aimant, là, blanc, c'est de l'humus, d'accord? Et puis mon petit aimant noir, là, c'est du calcium, par exemple. Alors attention, ici, l'échelle n'est pas du tout respectée. Le calcium serait infiniment plus petit qu'une particule d'humus. C'est juste pour le principe. Donc, imaginons que là, j'ai de l'humus dans le sol. Et mon calcium qui se fait donc minéraliser, qui va quitter la matière organique et puis qui va descendre avec la pluie dans le sol. Et donc il ne rencontre pas de racines et là d'un coup, pouf, il est retenu en fait par mon humus dans le sol. Et la plante pourra venir plus tard se servir en fait dans ce stock de minéraux, de certains minéraux, ils ne sont pas tous là du coup, pour se nourrir. Voilà, donc ça c'est un des intérêts de l'humus, c'est de retenir la fertilité. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'humus, non seulement c'est un stock de nutriments en soi, puisque c'est de la matière organique, donc ça va nourrir les microbes du sol
qui vont minéraliser l'humus et qui ensuite nourrira les plantes, mais en plus, l'humus est capable de retenir des choses qui ont déjà été minéralisées. Donc c'est vraiment un réservoir de fertilité à double titre. Ensuite, il y a autre chose que l'humus est capable de faire dans le sol. Et justement, on va rester sur notre petit exemple ici. Donc on a toujours notre calcium collé à notre humus. Vous allez comprendre pourquoi j'avais pris un aimant un peu plus gros pour le calcium. Justement, c'est parce que le calcium, il est capable, ici on le voit, il y a un petit 2, de faire 2 liaisons. Et dans le sol, il y a des particules très fines qui ont la même caractéristique que l'humus, c'est-à-dire qu'elles sont chargées négativement. Donc elles sont capables de s'associer également à ces éléments-là. Et ce sont les argiles. Donc là, si je prends mon petit aimant doré, d'accord, eh bien, vous allez voir que, comme ici, j'ai 2 sites de liaison, eh bien, mon argile, pouf, va venir se coller à ce petit truc-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, c'est-à-dire de l'argile et de l'humus qui sont associés ensemble par l'intermédiaire, entre autres, il y en a d'autres, mais du calcium. On le voit d'ailleurs ici, il y a le magnésium, vous voyez, il y a un petit 2+, donc il est aussi capable de faire ça. Mais on va dire que le meilleur complexe argilo-humique, quand même, c'est celui qui est fait avec le calcium. C'est pourquoi, en agriculture, on a tendance à faire très attention à cet élément-là dans le sol. S'il manque, on essaye souvent d'en rajouter. Ce complexe argilo-humique, c'est connu que ce sont notamment les vers de terre qui savent le faire. Il y a certainement d'autres bestioles dans le sol qui savent faire ça, mais on a mis en évidence que le ver de terre, justement parce qu'il a un système digestif un petit peu compliqué, mais dans lequel il va mélanger de la matière organique et de l'argile, eh bien, c'est les fameux turicules, donc les crottes de ver de terre qu'il met en surface, en fait, eh bien, ça contient énormément de ce truc-là, de complexe argilo-humique. Et justement, ce complexe argilo-humique va derrière donner de la cohésion au sol, avec notamment l'humus qui va retenir les argiles. Les argiles ne seront pas facilement lessivées. Et c'est intéressant de garder les argiles parce qu'on vient de le voir, l'argile a la même capacité que l'humus à retenir ces éléments-là. Donc plus vous aurez finalement d'argile dans un sol, vous voyez, finalement, vous vous rendez compte que c'est pas si mal les sols argileux. Alors ça dépend comment ça se présente, mais souvent les sols argileux sont des sols qu'on qualifie de fertiles, parce qu'ils retiennent la fertilité. Contrairement à un sol qui serait très peu argileux, plutôt sablo-limoneux, ces sols-là retiennent beaucoup moins ces éléments-là, en fait, puisqu'il y a peu d'argile dedans. Donc retenir l'argile, grâce à l'humus, ça c'est important, en fait. Et en plus, cette idée d'associer la matière organique à la matière minérale, derrière, ça aboutit en fait à une certaine structure de sol. On parle de couscous, vous savez, cette texture où on voit des agrégats, en fait des petits agrégats ronds, tous collés les uns contre les autres, mais qui donnent une certaine texture grumeleuse, qui se traduit derrière par une belle porosité. Eh bien, en fait, c'est parce qu'on a lié la matière minérale à la matière organique, donc notamment dans ce complexe argilo-humique. Et ce qu'il faut comprendre en plus, c'est que par-dessus tout ça, il faut rajouter la vie des sols qui est sans cesse en train de bouger dans le sol. Donc, on l'a vu par exemple avec les vers de terre, mais il faut imaginer tout un tas de micro-organismes que vous ne pourrez jamais voir à l'œil nu, qui bougent dans les sols. Et lorsqu'ils bougent, eh bien, ils émettent des substances, ils abandonnent des substances, ils tapissent les parois par exemple des trous dans lesquels ils passent de gel microbien, d'accord ? Donc les gels microbiens, c'est de la matière organique, c'est synthétisé par des êtres vivants, donc c'est de la matière organique. Tous ces agrégats, tout ça, ça tient grâce en fait justement à ces colles microbiennes, ces gels microbiens, et donc ça aboutit à cette belle texture de sol grumeleuse. Ça c'est important de comprendre, c'est-à-dire qu'imaginons demain on synthétise une molécule d'humus, voilà, il y a un grand industriel qui vous vend de l'humus en sac, et puis vous prenez un sac d'argile, et puis vous secouez, vous mélangez les deux, vous secouez, et en fait il ne va rien se passer, d'accord ? Vous n'aurez ce complexe argilo-humique et cette texture grumeleuse, etc., vous ne l'aurez que parce qu'il y a de la vie, et parce qu'il y a une très grande diversité d'êtres vivants. D'accord ? Ce n'est pas qu'une histoire de chimie pure, là on a fait de la chimie quand on a associé ces machins-là, il y a une notion de biologie qui est très importante dans les sols, qui est d'ailleurs la clé de compréhension des sols, c'est de comprendre qu'il y a tout un tas de petites bestioles qui font un travail formidable et qui aboutit derrière à justement une texture grumeleuse. Donc on l'a vu finalement que l'humus, par le complexe argilo-humique et parce que c'est de la matière organique qui nourrit le sol, tout ça c'est imbriqué,
Derrière, ça aboutit donc à une belle porosité. Donc une belle porosité, qu'est-ce que ça fait? Une belle porosité, ça laisse mieux pénétrer l'eau et ça laisse mieux pénétrer l'air, donc l'oxygène. Et donc, l'eau et l'oxygène, on l'avait vu dans la vidéo précédente, ça favorise, encore une fois, les êtres vivants. Et ça fait de la minéralisation et ça fait pousser les plantes. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, plus on va avoir de micro-organismes dans le sol et de vie dans le sol de manière générale, plus on va avoir une belle texture. Plus on a une belle texture et plus on a d'eau et d'oxygène, plus on a d'eau et d'oxygène et plus on a de vie dans le sol, etc., etc. Donc c'est ça qu'on appelle le cycle de la fertilité. Alors bien sûr, il y a une limite à tout, puisque un sol, à un moment donné, l'oxygène, en fait, au fur et à mesure qu'il rentre, il est consommé. Donc on ne peut pas faire des sols qui font 3 km de haut. Donc il y a une limite à tout. On est sur Terre. Il n'y a que les économistes qui pensent qu'il n'y a pas de limite à tout. Mais vous comprenez qu'on est ici dans un système vertueux. Plus on a de vie, plus on a de porosité, plus on a de porosité, plus on a d'eau, d'oxygène, plus de vie, plus de porosité, etc. Et ça s'entretient du moment que le sol a sa ration de matière organique, bien sûr. Donc le sol, en fait, c'est quoi? C'est un gros système digestif qui a besoin de manger pour s'entretenir. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Et justement, vous comprenez que du coup, l'humus, puisqu'il finit toujours par être minéralisé, notamment, encore une fois, dans les systèmes qui nous intéressent, d'accord, je ne parle pas de l'humus dans les tourbières, on parle bien de l'humus dans les jardins, dans les systèmes cultivés. L'humus finira toujours par être minéralisé, donc le stock d'humus va diminuer avec le temps. Donc c'est pourquoi il faut rajouter toujours de la matière organique, toujours donner à manger pour maintenir ce stock d'humus, pour maintenir cette porosité. Donc je vais quand même le marquer ici, c'est que l'humus fonctionne sur un cycle. Et donc pour conserver une certaine texture de sol, il faut faire en sorte de ne pas minéraliser l'humus plus vite qu'on ne le construit, en rajoutant de la matière organique. Et ça, c'est la clé. Et ça, en fait, ça a été un petit peu le problème au cours des 70-80 dernières années, c'est qu'on a eu tendance à trop minéraliser l'humus, notamment par le travail du sol, mais il y a d'autres raisons, mais entre autres le travail du sol, parce qu'on oxygène énormément le sol, beaucoup trop, beaucoup plus que ne le fait la vie simplement par la porosité. On oxygène, on suroxygène le sol. Donc l'humus, en fait, le côté stable de l'humus, il est un petit peu, quand il y a beaucoup d'oxygène, en fait, les micro-organismes ont plus de facilité à dégrader l'humus. Et on a eu tendance à ne pas forcément rajouter de la bonne quantité de matière organique, pas forcément non plus sous la bonne forme. On a eu plutôt tendance à mettre de l'engrais minéral. Donc on a réduit en fait le stock d'humus. On a brisé le cycle de l'humus en fait. Et donc on est plutôt rentré dans un cercle vicieux là, de la dégradation des sols, de la perte de porosité, de la perte de fertilité. Et ce qui est intéressant avec l'humus, c'est que lorsque vous désirez mettre en place un potager quelque part, l'humus, en fait, si vous augmentez un petit peu le taux d'humus de votre sol de départ, eh bien, vous allez pouvoir corriger un petit peu les défauts de votre sol d'origine. Je rappelle que les sols, on les définit par leur teneur en argile, en limon et en sable, au niveau de la texture. Et plus vous aurez d'argile et plus ce sera un sol argileux, plus vous aurez de sable et plus ce sera un sol sableux. Et plus vous aurez de limon, plus ce sera un sol limoneux, mais les sols contiennent toujours un petit peu de toutes ces choses-là. Et justement, si vous avez un sol de départ qui est très argileux, vous allez avoir un sol qui retient bien l'eau. Alors là, ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'il retient vraiment bien l'eau et qu'au printemps, par exemple, il va avoir du mal à se réchauffer parce qu'il va ressuyer très lentement. Autre problème des sols argileux, c'est qu'ils laissent peu pénétrer l'oxygène. Par contre, ce qui est intéressant, on l'a vu, c'est que les sols argileux peuvent retenir des éléments et donc sont des sols quand même plutôt fertiles. Au contraire, un sol sableux va laisser filtrer l'eau, il ne va pas retenir l'eau. Pareil pour ces éléments-là, un sol plutôt sableux va avoir du mal à retenir ces éléments-là. Et par contre, le sol sableux, il est léger, il laisse bien pénétrer l'oxygène. Et justement, si vous arrivez à augmenter un petit peu la teneur en humus d'un sol de potager, eh bien vous allez corriger ces problèmes-là. Par exemple, un sol sableux avec plus d'humus va mieux retenir l'eau. Avec plus d'humus, il va mieux retenir ces éléments-là. D'accord? Ça, c'est intéressant. Dans un sol argileux, si on ouvre la texture de sol grâce à cet effet couscous, en fait, votre sol au printemps, même s'il est quand même argileux, il va avoir tendance à ressuyer un petit peu plus vite parce qu'on crée de la porosité, de la micro et de la macro-porosité qui permet à l'air de mieux rentrer aussi, donc d'assécher un petit peu plus vite, de permettre au sol de se ressuyer un petit peu plus vite.
hein. Et pareil, au niveau du travail du sol, derrière, c'est plus facile, hein, avec une texture de couscous plutôt qu'avoir une texture de sol très argileux, très tassé. Donc ça, c'est intéressant, hein, de comprendre qu'un sol, dans une certaine mesure, en augmentant un petit peu la teneur en humus du sol, on améliore en général toujours, encore une fois, on rentre dans le cycle de la fertilité et on améliore sa texture. Elle est beaucoup plus facile à travailler, alors entre guillemets, encore une fois, travailler. Ça, il ne s'agit pas d'aller le labourer 3 fois par an, mais pour aller planter, semer, etc. Vous avez une bien plus jolie texture lorsque vous avez une bonne teneur en humus. Et il y a quelque chose d'assez important à comprendre avec l'humus des potagers ou l'humus des terres cultivées, c'est que c'est quelque chose d'invisible. Ça, c'est important de le comprendre parce que beaucoup d'entre vous ont l'idée que l'humus, c'est une espèce de terre noire posée sur le sol, un petit peu comme en forêt. Et justement, très précisément, les sols de potager, les sols fertiles de culture, quoi, sont des sols où l'humus est invisible, il est complètement diffusé dans le sol par la vie des sols. Il est complètement brassé dans le sol, il est généré dans le sol et il n'y a pas de strate noire qui doit être visible. Si, par exemple, depuis quelques années, vous accumulez de la matière organique sur le sol parce que vous avez vu sur Internet des personnes qui proposaient ça, et que, au bout de quelques années, vous voyez que vous avez une espèce de terre noire, mais que cette terre noire, elle est posée sur votre sol d'origine, qui, lui, n'a pas bougé, ça, c'est un sol qui ne fonctionne pas. Là, c'est simplement un tas de compost posé sur le sol, ça ne s'appelle pas un sol fertile. Un sol fertile, vraiment, il faut qu'il y ait ce complexe argilo-humique qui se mette en place, cette texture de couscous, et qui se mette en place sur toute la profondeur de sol, hein, jusque là où l'oxygène peut aller en fait. C'est important de comprendre que ces humus, ce sont des toutes petites particules invisibles à l'œil nu, et c'est très précisément pour ça qu'elles peuvent aller se lier à l'argile, fabriquer le complexe argilo-humique, et c'est justement la vie des sols qui va brasser la matière organique, qui va générer des humus partout dans le sol, mais surtout pas en surface. Alors néanmoins, si vous avez tendance à augmenter la teneur en humus de votre sol, ce que vous allez voir année après année, c'est que votre sol va s'assombrir. Voilà, ça c'est assez net parce que en fait, justement, l'humus est invisible à l'œil nu lorsque c'est une particule, mais lorsque vous en avez plein de particules dans le sol liées aux argiles, liées à la matière minérale, en fait là ça commence à donner une terre plus sombre. Si vous avez des strates, c'est qu'il y a un blocage pour X ou Y raison, un terrain compacté, un problème de calcium, un problème de pH, des argiles qui sont de mauvaise qualité et qui font un mauvais complexe argilo-humique, etc. Ça peut être tout un tas de raisons, mais ça c'est important de le comprendre. L'humus, c'est invisible et on commence à le voir seulement, à le percevoir seulement par la couleur que va prendre le sol année après année si on augmente l'humus. Hein, mais si vous maintenez l'humus, ça vous ne pourrez pas le voir. Par contre, on peut aussi apprécier la teneur en humus d'un sol, encore une fois, à la texture grumeleuse. Alors là, on va synthétiser un petit peu tout ce qu'on a vu en imaginant une petite histoire. En fait, une petite histoire où justement on est dans un cas très défavorable, où justement on va perdre l'humus. Et c'est justement en perdant l'humus qu'on va se rendre compte à quel point il était important. Donc on imagine une personne qui veut s'installer en maraîchage et qui trouve un terrain argilo-limoneux, hein, qui est une prairie avec un taux de matière organique, donc finalement un taux d'humus assez important. Et ce terrain aussi, il est un petit peu en pente. Voilà, il faut le préciser. Ce n'est pas forcément le meilleur terrain pour le maraîchage, mais voilà, cette personne décide de s'installer là-dessus. Et cette personne veut faire de l'agriculture biologique. Attention, je vous l'avais dit dans la deuxième vidéo, hein, biologique ne veut pas forcément dire durable. On peut démolir un sol en faisant de l'agriculture biologique. Hein, et justement, c'est ce qu'on va voir. Donc cette personne décide de travailler avec des engrais organiques. Hein, donc ça va être par exemple du guano, hein, ou de la fiente de poule, ou des poudres, vous savez, des abattoirs, hein, de la poudre de sang desséché, de la poudre de plumes desséchées, etc. Ce genre d'engrais organiques, hein, que les maraîchers bio peuvent utiliser. Donc il va orienter plutôt ces pratiques en utilisant que ça, et avec beaucoup de travail du sol, hein, beaucoup de labour et surtout beaucoup de fraisage, hein, sur un bon 20 cm avant chaque implantation de culture pour pouvoir semer facilement et planter facilement. Il va bien pulvériser son sol au rotavator, quoi. Donc ça c'est son choix technique, son choix d'itinéraire technique, hein, avec un petit peu d'irrigation, etc. Il fait un puits, il creuse un puits pour avoir de l'eau parce que ça reste des légumes, donc ça de toute façon ça reste obligatoire quand même, et il se lance comme ça.
Dans un premier temps, ce travail du sol, un petit peu trop présent, on va dire, va avoir tendance, par exemple, à laminer les vers de terre, va avoir tendance aussi à laminer une bonne partie des champignons. Pas tous, mais on va dire une bonne partie. Et il va avoir tendance à orienter la microbiologie de son sol vers plutôt beaucoup de bactéries. D'accord? Le fait de beaucoup oxygéner son sol là, en travaillant, ça va faire que ces bactéries-là, elles vont être capables notamment de consommer l'humus facilement parce qu'il y a beaucoup d'oxygène, donc ça devient beaucoup plus facile de consommer l'humus. Donc l'humus aura tendance à être perdu. Hein, donc on a déjà des petits indices là, on est en train de perdre la diversité biologique du sol et on perd les humus. Donc au niveau de la texture de sol, on va avoir beaucoup moins de ces gels microbiens. On va avoir moins d'humus, donc moins de complexes argilo-humiques. Donc on commence à comprendre que la porosité du sol, que cette belle texture de sol, elle va être de plus en plus perdue année après année. En plus, comme il a fait un choix d'apporter des engrais organiques, donc ça fait des petits volumes, hein, on peut faire pousser des plantes avec assez peu de fientes de poule par exemple, hein, puisqu'il y a beaucoup d'azote dedans. Donc ce sont des petits volumes, c'est très concentré et aussi c'est très rapidement minéralisé. Hein, il y a peu d'humus généré à la base, avec les substances qu'il apporte, les substances organiques, là, ces engrais organiques, ça génère peu d'humus. En plus, dans un sol où on a orienté la microbiologie sur plutôt des bactéries qui vont plutôt avoir tendance à bien minéraliser ces fientes de poule et ces choses-là. Donc encore une fois, là, l'humus, très clairement, on est en train de le perdre parce qu'on n'en génère quasiment pas et on le détruit beaucoup. Donc là, hein, encore de moins en moins de complexes argilo-humiques, etc. Alors comme la texture est en train de s'effondrer, en fait, ce qu'il va se passer, c'est que déjà, à chaque fois qu'il travaille son sol, donc il redonne un petit peu de porosité mécanique, mais le problème de la porosité mécanique, c'est qu'on n'a pas les gels microbiens, on n'a pas le complexe argilo-humique, etc. Donc c'est de la porosité qui est temporaire, qui va très rapidement s'effondrer. Et le problème déjà, c'est que il va du coup avoir tendance à travailler encore plus son sol parce que là, il se dit zut, là, mon sol, ils sont encore tassés, je vais aller le détasser parce que le maraîcher, il sait quand même que dans un sol, il faut faire rentrer l'eau et l'air. Donc il va créer de la porosité, mais de la porosité mécanique. Et le problème, c'est que lorsqu'il pleut, déjà, comme on n'a plus la belle porosité naturelle et qu'on n'a plus les humus, donc déjà l'eau, elle a tendance à ne plus rentrer dans le sol facilement. Donc elle va avoir tendance à ruisseler. Hein, donc déjà, il recharge beaucoup moins son sol en eau. Comme il n'a plus d'humus, en plus, l'eau qui passe, on va dire, elle ne fait quasiment que passer. Hein. Bon, elle va aller un petit peu dans l'argile quand même, se mettre. Mais on a perdu de l'humus, donc on a encore perdu une certaine capacité de stockage de l'eau. Et en plus, comme les argiles ne sont plus retenues sur l'humus, avec la pente et le ruissellement, les argiles, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils foutent le camp en bas de la pente. Et puis si on imagine qu'en bas de la pente, en plus, il y a une rivière, bon, et bien voilà, les argiles, on leur fait au revoir, ils sont partis. Et le problème, c'est que si on perd l'humus, si on perd l'argile, on perd cette capacité-là à retenir ces éléments-là. Donc là, déjà, il a une perte de fertilité. Donc il va devoir compenser cette perte de fertilité avec peut-être potentiellement plus d'engrais organiques qu'il va devoir acheter. Hein, il perd la capacité à retenir l'eau. Donc, pareil, il va falloir un bon réseau d'irrigation, il va falloir peut-être ouvrir un deuxième puits. Donc, il engage des frais pour arroser toujours plus, mais son sol ne retient toujours pas l'eau. Il faut savoir aussi que les argiles, hein, lorsqu'ils ne sont plus retenus dans l'humus, ils peuvent, même dans un terrain plat, en fait, ils peuvent être lessivés en fait, en profondeur. Ils peuvent quitter les horizons là, du haut, qui sont les plus intéressants pour les racines. Ils peuvent migrer en profondeur et on les perd également. Hein. Ce n'est pas uniquement qu'une question de pente, mais on va dire que la pente avec une texture de sol qui se ferme et le ruissellement, ça accélère d'autant plus vite la perte des argiles. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'argile, ça se construit très lentement dans un sol. Hein. On l'avait vu, c'était la roche-mère qui était grignotée petit à petit. Et sur la carrière du maraîcher, là, en gros, il n'y a quasiment rien qui va être produit. Hein. Donc, il a vraiment perdu un élément essentiel d'un sol qui est l'argile ou même les limons très fins en fait. Hein. C'est toutes ces petites particules minérales fines qui sont les plus intéressantes parce que voilà, elles peuvent faire cette chose-là. Néanmoins, vous voyez, ce maraîcher, pendant tout ce temps-là, il a produit des légumes parce qu'il a apporté des engrais organiques, qu'il a minéralisés
avec son travail du sol là, et les bactéries. Il a arrosé en allant puiser, pomper dans la nappe énormément. Il a fait pousser des plantes, il a minéralisé de la matière organique, il a apporté de l'eau, il y a tout ce qu'il faut pour des plantes. Mais vous comprenez que derrière lui, il laisse un sol qui est complètement rétamé, quoi. Surtout avec la perte des argiles. Ça, c'est le pire, c'est lorsqu'on a perdu l'argile. Donc ça, c'était un cas vraiment très défavorable où on voit en fait cet enchaînement, hein, une fois qu'on a mis le doigt dans le cercle vicieux de la dégradation, hein, de la perte de l'humus, ben, tout s'enchaîne en fait. Hein. Tout s'enchaîne et on aboutit vraiment à une catastrophe. Hein. Et derrière, ben, les générations suivantes ne pourront plus vraiment faire de l'agriculture à cet endroit-là, sauf en engageant beaucoup de frais sur l'eau, beaucoup de frais sur les engrais, beaucoup de frais sur la mécanique. Vous voyez, donc on peut continuer, hein, on utilise finalement le sol comme un substrat, hein, juste un substrat bactérien qui va nous minéraliser les engrais organiques, les fientes de poule, etc. Hein, on a été vendre nos légumes estampillés bio au marché tous les lundis, mais voilà, on a pollué parce qu'en plus, quand on minéralise, là du coup, comme on n'a plus les humus et les argiles, ces éléments-là, quand ils sont minéralisés à partir de ces fientes de poule, etc., s'ils ne sont pas récupérés par les plantes, hop, ça s'en va en profondeur, et puis ça va notamment après dans la rivière. On a pollué, on a envoyé les argiles dans la rivière, on a empêché en plus justement le bon rechargement des nappes phréatiques en eau, puisque comme le sol est fermé, l'eau ruisselle, va directement à la rivière, alors que si la texture de sol était poreuse, toute l'eau en fait rentre, recharge déjà le sol, et une fois que le sol est rechargé, l'eau, elle continue sa route dans les nappes phréatiques. Voilà, donc avec cette petite histoire, j'espère que vous avez compris que l'humus, c'est très important, qu'il faut y faire attention, qu'il faut au moins faire attention à ne pas le détruire plus vite qu'il n'est construit. Et donc ça, c'est ce qu'on verra dans la vidéo précédente, justement, quels sont les leviers en fait hein, pour maintenir le stock d'humus, vers quoi on s'oriente en termes de matière organique, qu'est-ce qu'il faut éviter en termes de travail du sol pour ne pas trop le détruire, cet humus. Et on s'inspirera justement un petit peu aussi de comment la nature fonctionne. Il faut toujours s'inspirer des systèmes qui fonctionnent bien pour dégager des idées, voilà, et on verra ça donc dans la prochaine vidéo.